Alors, ce que je vous propose, c'est que nous continuons en vous présentant quelques métiers. Alors, pas tous, hein, parce que là, en 45 minutes, nous n'aurions pas le temps, mais on va se focaliser sur quelques métiers cibles. Donc voilà, je vous présente Johanna. Johanna, elle est data analyst. Alors, en quoi consiste son métier, Johanna? C'est bien simplement, elle va aller récolter les données de son entreprise par rapport à un sujet donné. Et elle va essayer elle va pas essayer, elle va même réussir à les faire parler, ces données, et à permettre de produire des rapports qui vont permettre à ses collègues, eux, de prendre des décisions utiles pour l'entreprise par rapport aux données qu'elle a pu récolter. Alors, cette amie Johanna, en fait, elle aime communiquer, elle est toujours partante. Donc voilà, donc son quotidien à elle, ça va être de discuter, d'échanger, de faire des réunions, de communiquer. Elle va aussi récolter, elle va faire des rapports. Mais ça tombe bien parce que comme elle aime beaucoup parler et qu'elle aime le contact avec les autres, elle va pouvoir le mettre au profit des autres. Et elle comble avec son appétence pour les mathématiques et les statistiques. Parce que quand on est data analyst, on travaille beaucoup avec les chiffres. Alors, il faut aimer les chiffres. Hein, et voilà, c'est quelque chose sur lequel elle se passionne. C'est un petit peu le métier de data analyst. Cédric, tu souhaites compléter ? Oui, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les données, il faut les faire parler. Et donc, c'est la demande essentielle de nos clients. C'est aujourd'hui, moi, je suis assis sur une mine d'or, tout un tas de données, et on a besoin justement des profils comme Johanna pour aller analyser ces données. Alors derrière, effectivement, il y a du Python, il y a du R, il y a des méthodes d'algorithmes qui vont nous permettre, vous avez peut-être entendu parler de Data Lake, c'est un gros lac de données où on va tout mettre, hein, et c'est pas forcément structuré. C'est du MP3, c'est de l'image, c'est de la donnée en base de données, etc. Et puis Johanna, son travail, ça va être de faire des algorithmes qui vont permettre d'aller analyser un petit peu tout ça et puis d'en tirer la substantifique moelle qui va pouvoir aider les métiers à développer leur business. Voilà. Si vous avez des questions sur les différents métiers qu'on va vous présenter, je vous propose de les poser dans le chat. Et puis à la fin, quand on aura présenté tous les métiers, si le temps nous le permet, nous répondrons à vos questions. Alors, la deuxième personne que je vous présente, c'est Elisabeth. Alors, Elisabeth, elle est ingénieure DevOps. Alors, DevOps, en fait, elle se retrouve dans un métier qui est à la frontière entre deux mondes, le monde des développeurs et le monde des administrateurs. En général, c'est des mondes qui ont un petit peu de mal à se parler entre eux, des fois, qui ont des difficultés de compréhension. Et donc, elle va les aider au quotidien à pouvoir communiquer entre eux et à échanger des informations. Alors, forcément, elle va être tout le temps en train d'apprendre parce que c'est quand même un métier qui évolue beaucoup avec des technologies qui évoluent souvent. Et elle va allier le fait de pouvoir aider des gens à communiquer et à parler avec le fait de pouvoir travailler sur de la technique. Donc, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution et en fonction des entreprises dans lesquelles elle va se positionner, elle aura peut-être parfois un peu plus de développement, parfois un peu plus d'administration, mais quel bonheur parce qu'elle va continuellement apprendre et c'est ce qu'elle aime. Si je peux faire le lien un petit peu aussi avec le cloud, parce que c'est intéressant, hein. DevOps, on le voit beaucoup dans les métiers du cloud notamment. DevOps, c'est développement et opération, hein. Donc développement, c'est les personnes qui vont développer des applications. Opération, c'est ceux qui vont gérer les serveurs, les bases de données, etc. Donc à un moment, l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Donc Elisabeth, elle fait le lien entre tout ça, mais de plus en plus, on voit que nos clients, je vous le disais tout à l'heure, hein, veulent mettre leurs applications non plus sur des serveurs chez eux dans leur data center, mais directement sur le cloud. Donc Elisabeth, il faudra aussi qu'elle connaisse le cloud. Alors ça tombe bien, on a de la chance, c'est les mêmes outils. Quand je vois Ansible, Jenkins, Docker, c'est toute la suite qu'on utilise pour nos data centers chez nous, mais aussi qu'on va utiliser dans le cloud. Donc Elisabeth, elle va être très précieuse dans ce qu'on appelle des pizza teams ou des feature teams ou tout ce qui est la littérature autour des développements agiles pour faire le lien entre les devs et puis les infrastructures qui vont héberger les applications. Alors justement, nous avons parlé du cloud. Eh bien, William, lui, il a décidé d'aller travailler dans le cloud computing. Et c'est un domaine où justement, il découvre des fonctionnalités nouvelles tous les jours. Le cloud est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. Et ça tombe bien parce que s'informer, se former et former, c'est le plaisir de William. Donc, il prend beaucoup de plaisir à accompagner ses clients, qu'ils soient des clients internes ou des clients externes, à leur permettre de profiter de ce que le cloud peut leur apporter pour héberger toutes leurs applications dans ce nouvel environnement.
Et Cédric est bien placé parce que quand il s'est présenté, il vous a dit qu'il était directeur de la ligne du cloud computing, donc il connaît très bien ce domaine. Ouais, je connais très bien le domaine. J'ai très régulièrement. Vous avez trois grands acteurs hein, sur le marché. Vous avez Amazon, vous avez Microsoft et vous avez Google. C'est les trois grands cloud providers aujourd'hui qui sont présents sur le marché. J'en connais très bien deux, Microsoft et Google, avec qui je discute très 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 régulièrement. Aujourd'hui, l'architecte cloud, c'est une des compétences qui est très 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 recherchée chez nos clients, dans les ESN, qui est recherchée partout. Je vois un salaire entre 40 et 50 kilos euros pour moins de 2 ans d'expérience et je vous promets que ça augmente très 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 vite dès qu'on acquiert un petit peu d'expérience et ça peut doubler voire tripler, hein. Et c'est ça que je vois aujourd'hui sur le marché aussi d'un point de vue expérience. Si vous arrivez à obtenir des très hauts niveaux de certification, alors il faut savoir que vous avez tout un tas de certifications hein, qui existent notamment autour d'Azure, d'Amazon, de Google. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui par le marché. Donc l'expérience, si vous êtes aujourd'hui l'architecte, il faut voir ça par rapport au métier du développement. Faites l'analogie avec la construction et les travaux. L'architecte, c'est celui qui va faire les plans, qui va concevoir un système d'information. Donc c'est l'équivalent de l'architecte qui va construire, enfin qui va imaginer les plans de votre maison. Et puis derrière, vous avez les développeurs qui seront plutôt la maîtrise d'ouvrage qu'on va retrouver dans le secteur des travaux. Et justement, l'architecte, c'est lui qui va proposer les différentes briques du cloud. Donc c'est un métier où on est tout le temps en train de, parce que ça évolue très 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 vite, hein, il y a tout le temps des tonnes de nouvelles solutions. Amazon, Google, Microsoft proposent chaque année, même tous les 6 mois, proposent des nouvelles solutions, des nouveaux produits. Donc l'architecte, il doit maîtriser tout ça. Donc c'est réservé aussi à des personnes qui sont très curieuses. Je le vois sur la fiche, mais c'est important parce qu'on est tout le temps en veille. Et nous, on est très vigilants, en tout cas chez Sogeti, chez Capgemini, à laisser du temps à nos architectes pour qu'ils puissent aussi faire de la veille technologie sur ces nouvelles solutions qui sont proposées par les cloud providers. Je vois que le temps passe. Donc, je vous présente maintenant Keira. Et Keira, elle a opté pour la cybersécurité. Comme disait Cédric, c'est un domaine qui est en forte expansion. Et donc, en fait, Keira, c'est un domaine où elle va pouvoir accompagner aussi bien les utilisateurs que les entreprises en tant que telles pour justement protéger ces fameuses données qui sont tant importantes aujourd'hui et qui permettent aux entreprises d'apprendre énormément de choses. En fait, quand on est dans le domaine de la cybersécurité, elle peut avoir plusieurs options. Soit elle peut se spécialiser sur des solutions techniques pour sécuriser en tant que telle, mais elle peut aussi vouloir prendre de la hauteur et se dire, voilà, je vais plutôt accompagner mon entreprise dans la stratégie. Alors, c'est bien parce qu'en fait, comme elle aime apprendre des nouvelles technologies, elle pourrait se spécialiser sur ces technologies-là, mais elle aime bien aussi la chefferie de projet, ce qui lui permettra de prendre du recul pour pouvoir gérer de façon ou piloter de façon plus haute la cybersécurité. Et donc, elle a des possibilités d'évolution assez riches. Les métiers de la cyber, ils sont très très variés. C'est large, hein, la cybersécurité. Ça peut être effectivement regarder les failles de sécurité qu'il peut y avoir au niveau des infrastructures. Ça peut être dans le code, dans les développements applicatifs. Donc, on fait des tests d'intrusion, typiquement. Ça peut être du monitoring de sécurité. Donc, c'est des personnes qui vont surveiller un système d'information pour vérifier en temps réel s'il n'y a pas des attaques et pouvoir contrer ces attaques en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les SOC, hein, les Security Operations Center. Et c'est vraiment ça, c'est les organismes qui surveillent en temps réel le système d'information de nos clients. Donc c'est très très large. C'est de l'accompagnement, de l'expertise de nos clients pour leur dire, ben voilà votre système d'information, si vous voulez renforcer la sécurité, voilà ce qu'il faut faire. Et puis c'est très en lien, je fais beaucoup de liens avec le cloud, mais on a beaucoup de demandes, notamment dans comment je sécurise mon cloud, comment je m'assure. Alors, les cloud providers, ils sont très sécurisés, hein, beaucoup plus. D'ailleurs, ils mettent des milliards là-dedans parce que ça fait toujours mauvais effet de faire la une des journaux quand Microsoft, Google s'est fait pirater. Donc, ils mettent des milliards, ils investissent des milliards, mais après, c'est les couches au-dessus où on peut générer des failles d'intrusion. Et donc, les métiers comme Kira sont hyper importants justement pour venir sécuriser ces surcouches qu'on va mettre par-dessus le cloud. Alors, Jimmy, lui, il est parti dans le domaine de l'ingénierie qualité logicielle. Alors, en quoi ça consiste? Cédric est très bien placé pour en parler. Sogeti aime beaucoup la qualité logicielle. Et donc, c'est en lien avec le développement.
Et je vais donc laisser Cédric vous présenter ce métier qui en connaît bien plus que moi. Oui, alors le métier de qualité logicielle, c'est ce qui est très visible vis-à-vis des métiers. Il ne faut pas perdre de vue à quoi ça sert une application. Une application, on ne fait pas des applications comme ça pour se faire plaisir, on fait une application pour servir un métier. Donc le métier, ce qui retient quelque part l'application, c'est est-ce qu'elle bug ou est-ce qu'elle bug pas. Donc l'ingénieur qualité logiciel, il est là pour s'assurer que tous les développements vont être de qualité et qu'il n'y aura pas de bug, si je fais très, très court. Sauf qu'une application, ça ne vit pas tout seul dans son écosystème. Une application, elle est interconnectée à plein d'autres applications. Donc de plus en plus, les tests, il va falloir les faire au niveau des développements, mais il va falloir faire ces tests aussi, s'assurer qu'on va garder, on ne va pas avoir de bug quand je vais connecter deux applications l'une avec l'autre. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de développement agile. Hein. Le développement agile, vous savez, on fonctionne par itération. Donc, je fais un petit bout d'application, puis après, je fais une deuxième itération, puis je fais une troisième. Mais à chaque fois, quand je fais ma troisième itération, il faut m'assurer que tous les tests que j'avais mis en place pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bug sur la première itération, il va falloir les rejouer. Alors, comme dans l'informatique, on est un métier qui est assez, on est somme toute assez feignant, on aime plutôt automatiser. Et donc, il y a tout un pan de l'ingénieur qualité qui est lié notamment à l'automatisation des tests. Comment je vais programmer un robot type SquashTM, Selenium, effectivement, il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui proposent des solutions, pour pouvoir justement automatiser mes tests et à chaque nouveau développement ou chaque nouvelle version, pouvoir rejouer tous les tests qui ont été faits. Donc on n'est plus dans du test où je teste au pif, etc. C'est pas ça le test. Il y a toute une science aujourd'hui, il y a toute une stratégie. Qu'est-ce que je vais tester? C'est pas uniquement du test fonctionnel, c'est du test de performance. Et est-ce que mon application, elle s'affiche bien sur l'ensemble des tests mobiles? Donc c'est tout ça. Et donc c'est très très vaste aussi la partie qualité logicielle. Et en ce moment, c'est très 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 demandé aussi au niveau de nos clients. Alors Cédric, nous avons quelques questions intéressantes. Quelqu'un qui a travaillé dans l'informatique mais a dû arrêter 8 ans pour cause de maladie, peut-il être considéré en reconversion s'il revient sur le marché du travail? Je dirais ça dépend des technologies. En tout cas, il y a 8 ans, les technologies en 8 ans ont beaucoup évolué. L'avantage, c'est le fait d'avoir un passé. Après, il faudrait voir exactement dans quel domaine. Mais si c'est dans le domaine du développement, typiquement, on est passé des développements cycle en V, mais l'agilité, on en parlait déjà il y a 10 ans. Hein. Donc, il y a 8 ans, il y a de fortes chances que la personne connaisse sur la partie développement, peut-être ait déjà touché un peu le concept de l'agilité. Maintenant, je dirais, tous nos clients souhaitent développer en mode agile. Si c'est sur des postes plutôt en mode sur de l'infrastructure, que ce soit administrateur base de données, administrateur Linux, ça je dirais quelque part, il n'y a pas de souci. Il faudrait pouvoir se reconvertir, donc acquérir des nouvelles couches, peut-être vers le DevOps, justement, parce que c'est le métier. Aujourd'hui, tous les administrateurs Windows, Linux, base de données, etc., s'orientent de plus en plus vers des métiers dits d'infracodeurs, hein, donc tous les métiers de DevOps qu'on pouvait présenter tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Le gap ne sera pas si important que ça. Il y a certes des nouvelles technologies, mais il y a un fond qui est là et je pense qu'il peut être intéressant à développer. Alors, il y a encore énormément de questions. Je vous propose, on finit notre présentation et après, on va revenir aux questions qui sont très intéressantes. Alors, là, le dernier métier dont on voulait vous parler, c'était le développeur. Parce que Jack, lui, il a choisi le monde du développement. Et en fait, c'était simplement parce que le développement, ce n'est plus ce qu'il était, il y a quelques années, même plusieurs années. C'est plus quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin, comme on pourrait dire. Il travaille en équipe et il va participer au développement, mais il ne sera pas tout seul à développer. Et c'est plus des lignes de code par milliers, où quand ça marche pas, il faut prendre chaque ligne pour regarder où est-ce qu'il manque le point-virgule qui fait que ça ne fonctionne pas. Non, plus du tout. Aujourd'hui, les produits ont énormément évolué. On va même maintenant jusqu'à faire du développement dit low-code, où on a même plus besoin, entre guillemets, de connaître un langage type Java ou autre pour pouvoir faire du développement.
C'est un métier que je connais. Alors le low-code, effectivement, c'est ma marotte en ce moment aussi, hein. Donc on travaille beaucoup avec Microsoft, Power Platform, Power Apps. C'est effectivement les nouveaux outils qui permettent, c'est des systèmes de drag and drop où je vais prendre ma fenêtre, je vais la glisser. C'est très visuel, hein, et puis je vais, via des workflows, toujours de manière visuelle, je vais paramétrer mes règles métiers, etc. Donc ça, c'est des outils qui vont nous permettre de développer des applications web, des applications mobiles, et donc qui peuvent vraiment accélérer les développements. Donc effectivement, c'est plus de la ligne de code. C'est presque des Lego maintenant le développement. Donc je vais assembler tout un tas de composants déjà existants, et puis tout ça, ça va me fabriquer mon application. C'est intéressant ces composants d'aller les chercher aussi chez les éditeurs. C'est des éditeurs qui peuvent être spécialisés, hein, sur du langage naturel, des choses comme ça. Donc c'est hyper vaste. Et ce qu'on aime bien chez les développeurs, c'est justement la curiosité, c'est la créativité. Peut-être qu'on souhaite justement avoir développé une application parce que les métiers pensaient comment dire, les métiers pensés développés comme ça, mais la créativité justement du développeur, c'est de pouvoir proposer ces nouveaux modules en disant, mais attendez, vous pensiez faire comme ça, mais il y a peut-être une façon beaucoup plus élégante et beaucoup plus user-friendly qui peuvent être proposées au métier. C'est pour ça que de plus en plus, avant le développeur, il était tout seul dans son bureau. Maintenant, on fait j'en parlais tout à l'heure, hein, les doubles pizza team ou les feature team, où on met des métiers. Une équipe, c'est plus des développeurs tout seuls. Une équipe, c'est des métiers, c'est des business analysts, donc les fameuses personnes qui font la traduction entre les métiers et puis le développeur, et puis les développeurs. Et tous ces gens-là participent à la création en fait de l'application. Donc on n'est plus dans un silo où il y a les métiers d'un côté, les business analysts de l'autre, et puis les développeurs de l'autre côté. Maintenant, on met tout ça vraiment en une équipe pour s'approcher au plus vite de la valeur métier.